Bonjour, bienvenue en France et plus précisément au cœur des Landes. Je m'appelle Alexandre Loubert, je travaille chez Bergara depuis 4 ans et j'ai monté la filiale française il y a 2 ans, en 2023. Dans les prochains épisodes, vous allez apprendre à me connaître un petit peu plus, ainsi que connaître le territoire sur lequel je chasse depuis petit. Bon visionnage. Donc voilà, aujourd'hui, la chasse, c'est comme un virus qui m'a été transmis depuis tout petit. Ça m'a été transmis par l'intermédiaire de mon grand-père et poursuivi par mon père lors de certaines chasses traditionnelles dans les Landes. J'ai eu l'occasion de tirer ma première palombe avec un semi-automatique, comme l'expliquait mon grand-père, ou un autre type de chasse en battu, où j'ai eu l'occasion de faire mon premier cheval. Donc c'est vrai que ce sont une chasse aujourd'hui qui n'est pas facile à transmettre, parce que forcément la chasse n'est pas connue au grand monde, ou qui a souvent des préjugés, où c'est vraiment très souvent compliqué d'expliquer les bienfaits de la chasse, et alors que c'est le meilleur contact avec la nature, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, Marcel, donc une personne qui était très amie à mon grand-père, qui malheureusement est décédé, m'a transmis le virus de la chasse à la palombe, avec qui je me suis très bien entendu. On n'avait qu'une seule envie chaque année, c'était de se retrouver à la palombière pour partager des moments ensemble, raconter les mêmes histoires de façon différente, avec une intonation différente. Ça donne toujours le sourire, c'est toujours plaisant, et c'est ça qui m'a plu aujourd'hui dans la chasse. C'est ça qui m'a permis d'accrocher la chasse. Et après, c'est avec mon grand-père partir à l'étranger, en Angleterre, en Écosse, encore une fois autour de la palombe, parce que c'est vraiment l'espèce prédominante dans les Landes, mais également avec les jeunes chasseurs, avec les amis. C'est vrai que ce sont des expériences inoubliables et qui donnent envie toujours d'aller toujours de plus en plus et vivement de merde pour aller à la chasse. Aujourd'hui, c'était pour pratiquer la chasse à l'approche, à l'affût ou même la battue en général, il faut avoir du bon matériel. C'est très important d'avoir du bon matériel. Une bonne carabine qui soit précise, qui soit fluide, qui ne fasse pas de bruit, qui soit légère, mais pas trop lourde non plus, en fonction des modes de chasse. Ça, c'est vraiment très important. Avoir une optique qui nous permette aujourd'hui de pouvoir tirer jusqu'à tard le soir, aux heures légales, d'avoir une bonne munition. C'est important que la balle et que l'ogive travaille bien dans l'animal. Tirer une munition ou match par exemple, qui à la base est faite pour des compétitions de tir sportif, tirer sur un animal et ne travaille pas bien dans un animal, c'est pas l'essentiel, mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est un animal, une balle qui permette à un animal de toucher dans une zone mortelle et qui puisse le toucher sur place. Ça, c'est vraiment important. Ou que s'il prend la balle mais qu'il ne se couche pas sur place, qu'il ne fasse que quelques mètres et qu'il meurt rapidement, qu'il n'ait pas de souffrance. Donc le matériel, c'est primordial aujourd'hui. Et le réglage aussi. Régler sa carabine, c'est très important. Moi, je viens de faire un petit réglage là, de l'Extreme Sierra. J'ai mis une petite optique Schmidt & Bender. Un rail basique, des colliers basiques et un modulateur ATEC. Bon, ça a l'air de grouper vraiment pas mal. C'est réglé, j'ai pu gérer la partie l'appui-joue pour le mettre à niveau, et puis voilà, au final c'est bon, c'est réglé.
il y en a deux. J'en ai une avec une tache blanche sur l'oreille gauche. Donc celle-là, je la connais. Chaque année, je la vois avec ses petits. Je la laisse tranquille. Celle-là, c'est une jeune qui est arrivée l'année dernière sur zone. Que j'ai pas encore vue avec ses petits. Donc au vu de ses réactions, à mon avis, il doit voir les petits pas loin. Mais bon, pas de mâle pour l'instant. Il y a deux mâles ici sur cette zone. Un jeune de 2 ans et un peu plus vieux. Et ça fait 2 ans que je vais pas lui dire de courir derrière, mais au final, à chaque fois il gagne. Donc, tant mieux pour lui. Et puis on va voir courant cette saison, courant ces prochains jours si j'arrive à le voir. Donc les Landes, c'est vrai que c'est un département dans le sud-ouest de la France qui est assez connu pour la chasse à la palombe ou pour le chevreuil. Et c'est vrai que c'est un territoire avec beaucoup de pins maritimes, avec des chênes, avec un biotope assez différent, qui est assez plat, mais qui a ses particularités, qui est très giboyeux en termes de gibier, et voilà, qui nous permet de chasser différentes espèces en petit gibier comme la bécasse, la palombe, la grive, et comme le gros gibier aussi, que ce soit le chevreuil, le cerf, la biche, le sanglier, même le renard. Donc c'est vraiment voilà, un territoire très giboyeux et qui nous permet également de chasser différents modes de chasse, d'avoir différents modes de chasse. C'est-à-dire qu'on peut chasser à l'approche, à l'affût, ce que je pratique moi, mais également des battues, chasse à l'arc, chasse à courre. Donc vraiment il y a énormément de modes de chasse possibles dans ce département et donc forcément ça attire beaucoup de monde, ça plaît beaucoup et c'est vraiment, vraiment chouette d'avoir la chance de vivre et de connaître ce département-là. Ah non, ça c'est du canard. Alors moi je suis la grand-mère d'Alexandre qui récupère la marchandise que mon petit-fils tue. Palombe, faisan, tourterelle, chevreuil, cerf ou biche, sanglier. Tout ça, après, se prépare à la maison et est distribué surtout sur les 6 petits-enfants que nous avons, dont 3 chez notre fils aîné et 3 chez notre second, dont Alexandre est l'aîné. On n'en voit pas beaucoup. Bon, ici c'est un peu le petit jardin secret du côté de la famille. C'est un peu notre petite zone de stockage pour toute la famille, les amis, pour faire plaisir. Donc tout ce que l'on chasse, on le transforme. Et bon, voilà, après on a un peu
peu de tout. On a du pâté de sanglier par exemple, fait par ma grand-mère. On peut avoir du pâté de chevreuil en fonction du gibier, du pâté de biche, voilà, que ce soit du champignon, que ce soit du faisan, de la bécasse, tout ce que l'on chasse ici, à 90%, on transforme tout et puis on en fait des bocaux, ce qui permet après durant l'été quand les copains viennent, quand il y a la famille qui vient, qui doit repartir, qui sont pas tous dans les Landes. Mon grand-père faisait de la vigne. Il se faisait aider par les métayers. C'était des personnes, alors c'était une part propriétaire, une part pour les personnes qui aidaient. Voilà. D'accord. Suivant les années, voilà. Alors là, avec un B, c'était mon cousin Bétuin qui venait faire son vin. Là, Doba, c'était mon grand-père. Et là, c'était les métayers. D'accord. Voilà. C'était chaque fois. Donc on comptait le nombre de vins, Voilà. de bouteilles de vin. Non, pas de bouteilles de vin, de petites barriques. De petites barriques, De d'accord. petites barriques. Alors là, les souvenirs, il y en a énormément. Parce que Alexandre, depuis tout petit, a énormément participé ici à toutes les activités chasse. Ce qui fait que son premier fusil que lui a fait son grand-père, Jean, qui lui a fait un fusil en bois. Et il est là, devant la porte de cette maison, il est là avec, croyant que c'était lui qui l'avait tué, qu'Alexandre avait tué. Il y avait une photo avec un faisan et le fusil en bois parce que son grand-père ou son oncle, je ne sais pas, ou son papa, avait tué le faisan et lui ont fait croire que lui, il l'avait tué avec son fusil en bois. Voilà, ça c'était une des anecdotes quand il était tout petit. Mais alors, là, moi j'ai rencontré quelques difficultés. C'est-à-dire, c'était sa maman, Alexandre, qui refusait de voir son fils partir sur orientation chasse. Elle le voyait mal, comment qu'elle allait voir une situation avec la chasse. Eh bien si, il l'a trouvé, il l'a bien trouvé et il en fait preuve. Donc ici, on est dans une partie de la maison, ce qui est la grange, où généralement on se réunit que ce soit en grande famille, que ce soit avec les amis, etc. Lorsqu'on faisait des battues. Maintenant on chasse beaucoup à l'approche ou à l'affût, mais avant on faisait beaucoup de battues familiales. Et c'est un peu notre salle de trophée aussi. On peut voir le trophée de mon grand-père. Alors on n'est pas des grands chasseurs trophées, notre objectif c'est pas de faire le plus gros. Par contre c'est vrai que quand on a l'occasion et la chance de faire ce style de cerf ou de grande bête, on aime bien le garder et en souvenir. Donc c'est vraiment une partie de la maison qui rappelle souvent de grands souvenirs. Et c'est généralement l'occasion de faire que ce soit des petites soirées, des réunions, quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une belle grange landaise faite par mon grand-père, qui était l'architecte de cette grange et qui permet aujourd'hui de se retrouver en fin d'année ou de se retrouver entre amis. Donc ici c'est ce qui a été souvent pratiqué dans les Landes. Il y a deux tableaux très importants. La chasse à la palombe où à l'époque ils venaient avec les pigeons sur l'épaule pour essayer de tirer quelques palombes. Et ici c'était les barriques de résine où ils allaient au niveau des pins récupérer un maximum de résine et après ils le revendaient ou ils en faisaient ce qu'ils voulaient chez eux.
Donc c'est vrai que la chasse au brocard, c'est quelque chose de très spécial. Parce qu'aujourd'hui, c'est un animal qui est très curieux, c'est un animal qui est magnifique, c'est un animal qui apporte beaucoup parce que on peut faire des erreurs, comme je le disais précédemment, et puis après on les récupère la sortie suivante ou durant l'année. C'est une chasse qui commence en juin pour tirer les brocards et qui se termine en février pour faire les prélèvements hivernaux, pour tirer les femelles ou les petits, pour avoir un bon équilibre. Donc c'est vrai que cette chasse, ça a un goût particulier. J'ai toujours cette sensation de pré-ouverture. Il y a l'ouverture générale pour le petit gibier qui me fait chaud au cœur parce que c'est quelque chose de... tout le monde a envie, c'est comme l'ouverture des classes, c'est comme... c'est une sensation qui est très bizarre à expliquer, mais à chaque fois les chasseurs attendent qu'une seule chose, c'est l'ouverture générale. Et c'est vrai qu'avoir l'occasion de chasser le brocard en été, c'est comme si on chauffait un peu la machine. C'est vraiment spécial, très spécial. Forcément, ce sont on se lève tôt le matin, on se couche tard parce que c'est l'été. Donc on se lève à 4h30, 5h du matin pour aller dans la nature et voir toute la nature se réveiller petit à petit, les oiseaux, les lièvres, le renard, le sanglier, tout dépend de ce que l'on peut croiser. Après c'est vrai qu'ici, sur ce territoire-là, c'est très fermé. Il y a beaucoup de fougères, c'est très très fermé. Donc c'est vraiment pas facile, il faut faire les bons repérages, il ne faut pas prélever tout ce qui bouge forcément. Il faut vraiment analyser son terrain, connaître les animaux qu'il y a sur la zone pour pouvoir faire les bons prélèvements, pour pouvoir adapter le prélèvement par rapport aux espèces qui sont présentes sur le terrain. Et puis après, c'est que du bonheur. Sur une nouvelle zone. Avec un champ entre deux bois magnifique. J'avais repéré un jeune brocard ici. C'était ma solution de repli, mais je voulais juste venir voir s'il y avait toujours les femelles et le petit pour voir comment ça allait. L'été, c'est que quand il y a une femelle et le petit, généralement il y a le mâle pas très très loin, mais je pensais que ça allait être le petit mâle. Et là, la surprise générale, un nouveau mâle est arrivé sur la zone. Magnifique. Donc on a attendu qu'il se positionne, des herbes hautes. Le tir, vraiment pas facile. Je voyais que la tête. Je repérais un peu le corps. Et puis la femelle est partie. Elle commence à trotter vers le bois parce qu'elle commence à repérer le danger. Et là, on voit le mâle tourner la tête et regarder en direction de la femelle. Voilà. Le brocard allait partir. C'était ou maintenant ou pas. Et voilà, je prends la décision de tenter le coup parce qu'au dernier moment il bouge. Je vois bien le corps, je lâche pas la croix de l'œil et j'envoie la balle. Et on entend l'impact créateur de son. On entend l'impact dans l'animal. Moi, pas un grand habitué des grands trophées, c'est pas quelque chose qui... Je chasse pas que pour ça, je chasse pour l'expérience. Et là on vient de vivre une expérience de folie. Une approche à découvert dans les herbes hautes, 3 chevreuils autour de nous. Des ballons qui passent, des corneilles, c'est magnifique, c'est ça la vraie chasse, c'est ça qui est beau, en tout cas la chasse à l'approche, c'est ça. On va voir maintenant.
J'ai fait un petit tir. J'ai fait un petit tir au niveau du cou. Je savais pas trop, je voyais que la tête. J'ai baissé au moment du tir. Je baisse un tout petit peu et je prends la base du cou, base, milieu de cou. Et parce que je sais que c'est le meilleur endroit pour éviter d'abîmer la viande. Parce que si on peut tirer sur une épaule, après on perd l'épaule, etc. Là, on a un très joli brocard. On a un très très joli brocard, un joli 6. Donc voilà. Un tout nouveau qui vient d'arriver sur la zone. Donc magnifique, magnifique. Bon. Bien écarté, très perlé, très typique des brocards landais. Puisqu'ils ont avec la sève, etc. Ça perle pas mal. Donc voilà, très content, un tir au niveau du cou, propre, chevreuil qui tombe. Donc voilà, très très content.